Bonjour à tous. Avant de démarrer ce webinaire, je tenais à vous présenter brièvement le thème du jour ainsi que nos panélistes. Nous n'avons malheureusement pas pu enregistrer le début de la vidéo pour des soucis techniques liés à la connexion. Néanmoins, je vous ferai un petit résumé du thème du jour et une brève présentation des panélistes. Alors, la santé numérique est-elle accessible à tous? Si aujourd'hui les innovations technologiques transforment radicalement l'accès aux soins dans certaines régions, les inégalités persistent, et particulièrement dans nos pays en voie de développement. Dans ce contexte, les solutions technologiques locales apparaissent comme une réponse adaptée pour surmonter ces défis. En tenant compte des réalités économiques, culturelles et sociales des populations. Mais aujourd'hui, face à ces opportunités, où en sommes-nous dans notre région ouest africaine et plus particulièrement au Sénégal? Quelles initiatives concrètes existent pour réduire les inégalités d'accès grâce à des outils numériques? Donc aujourd'hui, le Café Santé 37 propose de plonger au cœur de cette problématique avec le thème suivant: santé numérique et équité, réduire les inégalités d'accès grâce à des solutions tech locales. Et pour animer ce panel, ce sera Dieudonné Fortune Yanguenon, qui est membre de la commission communication de la communauté e-santé du Sénégal. Et comme panéliste, nous aurons Hélène Agnestienne, socio-anthropologue de la santé, spécialiste des questions d'équité et spécialiste aussi de la santé numérique. Nous aurons aussi Ibrahima Kandji, chef de projet de système d'information hospitalier chez Hôpitalia et qui a plus de 10 ans d'expérience dans la digitalisation des systèmes de santé ici au Sénégal. Et enfin, nous aurons Aïssa Toussal, en charge du suivi du volet digital à la Direction générale des établissements de santé du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Ces trois panélistes vont nous entretenir sur le sujet, partager divers points de vue et aussi nous permettre d'élever un peu le débat avec les interventions des uns et des autres afin de pouvoir ressortir de cela beaucoup plus enrichi par rapport au thème du jour. Je vous remercie et bonne écoute. Qui est le document de référence du pays en matière de politique de santé et qui aujourd'hui met un accent particulier sur la digitalisation. Et ceci se traduit par les trois réformes majeures en cours actuellement du ministère de la Santé et de l'Action sociale. On va parler des réformes hospitalières, de la souveraineté pharmaceutique, mais aussi de la digitalisation du secteur de la santé. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé accorde une place importante à la digitalisation. Et de ce fait, il y a différentes stratégies qui ont été élaborées, notamment la stratégie santé digitale 2018-2023. À partir de cette stratégie, nous avons le programme de digitalisation 2023-2027, donc qui est aligné au plan national de développement sanitaire et social. Le ministère aussi a élaboré son deuxième plan directeur informatique 2021-2025 suite à celui de 2015-2018. Donc, pour revenir un peu sur le programme de digitalisation, donc c'est un programme qui regroupe 6 projets phares, dont le dossier patient unique partagé. J'y reviendrai tout à l'heure dans la prochaine diapositive. Il y a la télémédecine aussi qui fait partie des projets phares. Le système d'information hospitalier, dont l'harmonisation aujourd'hui fait partie des priorités des réformes hospitalières qui sont en cours de mise en œuvre. Nous avons le système d'information géographique de santé, qui est aussi en cours de mise en œuvre avec des formations qui ont démarré. Nous avons aussi le projet de digitalisation du médicament, donc avec des actions qui sont menées par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, par CNPNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement, entre autres. Et nous avons enfin le projet de digitalisation du processus de la santé communautaire, donc qui est aujourd'hui en phase pilote en collaboration et en partenariat avec les partenaires techniques et financiers. Slide. Maintenant, pour revenir aux facteurs, donc toujours parlant du numérique, donc là, je voulais partager aussi les structures en charge du numérique au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale.
Donc, il s'agit de la cellule informatique qui pilote le plan directeur informatique et qui a en charge tout ce qui est équipement informatique, infrastructure, les applications et administration, etc. Nous avons aussi la division du système d'information sanitaire et sociale qui administre la plateforme de gestion de l'information sanitaire et sociale, le DHIS2. Et enfin, nous avons la cellule de la carte sanitaire de la santé digitale et de l'Observatoire de la santé, qui aujourd'hui pilote la stratégie de la santé digitale. Slide. Donc, cette diapositive, c'est un peu pour vous montrer, pour vous donner un aperçu des applications informatiques existantes au niveau du secteur de la santé. Et ce tableau n'inclut pas les applications qui sont actuellement utilisées au niveau des établissements publics et privés de santé. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a une panoplie d'applications informatiques qui sont qui sont mises en place par nos startups locales, par les startups de façon générale. Slide. Alors, par rapport aux facteurs d'inégalité d'accès aux soins, moi, je les ai classés en 3 points. D'abord, c'est les facteurs géographiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a une inégalité dans la répartition des ressources humaines, personnes de santé qualifiées. Je vais parler des médecins spécialistes, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des assistants infirmiers sur l'étendue du territoire. Il y a aussi des inégalités dans la répartition des infrastructures sanitaires. Je vais parler des structures de santé, des plateaux techniques de prise en charge de soins. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, pratiquement l'ensemble, la plupart des médecins spécialistes sont concentrés dans les régions de Dakar et Thiès. Donc, ça, déjà, c'est des inégalités constatées. Il y a aussi des inégalités du point de vue économique. Vous savez que tout le monde n'a pas la possibilité de payer des soins. Mais dans ce cadre-là, l'État est en train de faire des efforts, notamment avec les mutuelles de santé, avec aujourd'hui l'action sociale qui est rattachée au ministère de la Santé et de l'Action sociale et qui aide beaucoup les groupes vulnérables dans la prise en charge de leurs soins. Il y a aussi les facteurs technologiques. Ça aussi, peut-être vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, le haut débit n'est pas présent dans l'étendue du territoire. Il y a aussi une inégalité dans la répartition des infrastructures, tout ce qui est équipement informatique, tout ce qui va avec la technologie. Il est noté aussi des inégalités dans ce sens. Slide. Donc, pour terminer, là, c'est les solutions technologiques qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour faire face à ces inégalités d'accès aux soins. Donc, le premier point, c'est le dossier patient unique partagé qui est en train d'être mis en œuvre au niveau de 4 régions, en phase pilote. Donc, nous avons la région de Dakar avec l'hôpital Abass Ndao. Nous avons les régions de Matam, Kaolack et Kaffrine, donc avec les hôpitaux régionaux aussi. Et c'est surtout pour améliorer le suivi des patients, mais aussi la continuité des soins. Nous avons aussi la télémédecine qui est en train d'être mise en œuvre avec quelques initiatives qui sont en phase pilote, ça et là, sur l'étendue du territoire. Nous avons aussi les applications mobiles de santé. Donc, le dossier patient, il y a un volet application mobile. Il y a aussi d'autres initiatives qui utilisent des applications mobiles. C'est le cas de Cytotension, le projet sur lequel j'ai travaillé étant à IntraHealth. Donc, qui était un projet d'application mobile qui était utilisé par le prestataire de santé, par le patient, par l'acteur communautaire pour améliorer un peu la prise en charge des personnes hypertendues. Et maintenant, quand on parle de qualité de soins aussi, on fait forcément référence à la formation continue. Donc, aujourd'hui, vous savez que le ministère fait beaucoup de formations pour les professionnels de santé, mais à un moment, le ministère a compris qu'il fallait diversifier les formats de présentation. Qui aujourd'hui intègre plus de 800 utilisateurs, des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des assistants infirmiers, et qui intègre beaucoup de contenu des programmes prioritaires. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui est utilisée par beaucoup de prestataires pour se mettre à jour par rapport aux politiques non de démarchage.
applications qui sont mises en œuvre. Donc, tout à l'heure, j'en ai montré quelques-unes. Donc, nous avons des liens pour la gestion de l'information sanitaire, mais aussi nous avons des applications d'alerte, telles qu'InfoSanté ou d'autres applications qui permettent au ministère d'avoir accès à l'information à temps réel. Et ça, c'est des solutions technologiques aujourd'hui qui sont mises en œuvre pour un peu faire face à ces inégalités d'accès aux soins. Donc, voilà les données, ce que je voulais partager avec nos participants. Merci beaucoup. Merci Aïssatou. Votre présentation a été brève mais enrichissante. Dieudonné, vous êtes là, on ne vous entend pas. C'est vrai, personne ne l'entend. Vous me recevez? Ok. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Oui. Ok, on avait un souci de son. Donc, je disais, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va répondre à toutes les questions à la fin des différentes présentations, comme ça pour gagner du temps. Donc, à la fin des présentations, n'hésitez pas à mettre les questions et chaque panéliste va répondre. Et si vous venez aussi de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous présenter nom, prénom et entreprise dans le chat. Ça nous permet de voir les différents membres qui s'intéressent à la communauté, etc. Donc, on va passer à la seconde présentation de Ibrahima qui va se présenter sur une solution technologique locale appelée Hôpitalia qui aujourd'hui veut adresser ce défi de réduire l'inégalité d'accès aux soins. Donc, je vais lui passer la main et pour qu'il puisse faire sa présentation. Merci beaucoup, Dieudonné. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je me présente Ibrahima Kandji, donc je suis le responsable du projet Hôpitalia au niveau de la solution assistance distribution. Donc SAD, solution assistance distribution, est une structure de la place, une entreprise créée par des Sénégalais. Et nous sommes orientés développement de logiciels informatiques, mais dans tout ce qui est aussi analyse de données. Vous pouvez défiler, s'il vous plaît, des données. Alors, encore, maintenant, à Hôpitalia, donc, d'habitude, tout le monde pense même que la structure s'appelle Hôpitalia, parce que, bon, Hôpitalia est notre solution phare, mais la structure s'appelle Solution Assistance Distribution. Maintenant, Hôpitalia, c'est un système d'information hospitalier, donc, pas un logiciel de facturation, mais un système d'information hospitalier qui a été conçu en 2009 et qui a été installé pour la première fois au niveau de l'IHS, ancien polyclinique, donc qui se trouve au niveau de la Poste Médina. Et depuis 2009 à maintenant, Hôpitalia maintenant se trouve dans 13 des 14 régions du pays. Donc, vous pouvez défiler, les données. Hôpitalia se trouve dans 13 des 14 régions du pays. Donc, comme j'ai dit tout tantôt, et on retrouve en réalité Hôpitalia en 2024 dans 13 des 14 régions du pays. Et voici, par exemple, sur le slide, vous pouvez voir les références. Donc, 2009 à l'hôpital polyclinique, 2010 à Hambourg, etc., etc. Et nous sommes dans les hôpitaux, qu'importe le niveau 1, 2, 3. Nous sommes aussi dans des centres de santé, des postes de santé, mais aussi, on a une plateforme pour les cliniques, mais aussi pour la santé communautaire. Et là, comme vous voyez, nous sommes dans toutes les régions. Vous pouvez défiler. Et dans les grandes structures où nous nous trouvons, on peut citer, par exemple, à Dakar, il y a l'hôpital général Idrissa Pouye. On est aussi à l'hôpital Abbas Ndao. Jusqu'à présent,
On se trouve aussi au niveau de la polyclinique. On peut citer dans les régions l'hôpital de Kaolack, de Fatick, on peut citer l'hôpital de Saint-Louis, etc., etc. Donc, nous sommes, disons, présents un peu partout dans le pays et depuis 2009. Allez-y. Maintenant, que fait Hôpitalia? Donc, on a 15 minutes de présentation. On ne peut pas parler de présenter Hôpitalia de bout en bout parce que c'est un système d'information, comme j'ai dit, qui est composé de plusieurs modules. Parce qu'actuellement, Hôpitalia, c'est une solution qui, dans une structure sanitaire, est utilisée par tout le monde. Donc, comme on disait en blaguant, comme quoi Hôpitalia est utilisé par tout le personnel d'un hôpital sauf les vigiles. C'est-à-dire qu'il y a un module accueil, facturation et hospitalisation, il y a la gestion des rendez-vous, il y a la gestion des urgences, il y a le dossier patient et un dossier patient assez complet parce qu'il y a le dossier administratif, il y a le dossier médical, il y a aussi le dossier des soins. Et il y a aussi un module sur les achats et logistiques, donc carrément la pharmacie, la comptabilité des matières. On a la gestion administrative et financière, telle que la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le suivi budgétaire, et l'archivage électronique, qu'on sait qu'on ne peut pas travailler sans l'archivage électronique, surtout avec le dossier patient. Si toutefois on veut vraiment réussir la digitalisation des dossiers patients, il faut prendre en compte l'archivage électronique. Donc, dire qu'en gros, voici les modules qui est dans Hôpitalia, mais qui est adapté en fonction du niveau de la structure. Par exemple, un centre de santé, les modules sont adaptés en fonction de la manière de fonctionner des centres de santé. De la même manière pour les hôpitaux, aujourd'hui, par exemple, si on part dans un hôpital comme la polyclinique, tous ces modules sont utilisés. Si on part, par exemple, dans un hôpital ou bien dans un centre de santé, il y a des modules qu'on peut utiliser, d'autres non, du fait de leur niveau d'infrastructure, etc., comme le thème le décrit même ici. Allez-y. Voilà, maintenant, ici, on parle d'intégration et d'interopérabilité parce que, sachant que c'est un système d'information qui est assez complet, comme j'ai dit tantôt, qui est utilisé par tous les acteurs dans un hôpital ou bien dans une structure sanitaire, il faudra maintenant pas juste penser que ça a été conçu juste, par exemple, par des informaticiens qui viennent les donner aux utilisateurs. Non, c'est parce qu'il y a une étroite collaboration et une manière de travailler avec les acteurs, les utilisateurs finaux qui ont permis aujourd'hui qu'Hôpitalia puisse être utilisé. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, si on prend par exemple aujourd'hui la communication qu'il faut avoir entre les différents acteurs dans une structure sanitaire, par exemple entre les médecins et les acteurs d'aide au diagnostic, il y a les laboratoires, il y a la radiologie, il y a tout le travail qui est fait par les infirmiers. Hôpitalia donc intègre tout ce qui est normes et standards internationaux pour pouvoir respecter carrément le travail des médecins. Par exemple, aujourd'hui, on utilise les normes HL7, HTM, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir faire des communications avec des autres modes de laboratoire, pour éviter à ce qu'il y ait des saisies. Par exemple, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est que, par exemple, au niveau du laboratoire, qu'on ne saisisse pas les résultats, que Hôpitalia part directement récupérer les résultats d'analyse, mais aussi, par exemple, pour la radiologie, que les médecins, on n'a pas forcément besoin de leur imprimer les clichés, mais qu'on puisse avoir directement devant la plateforme les images des radios. Donc, ce sont des choses qui ont été déjà faites avec Hôpitalia. Mais aussi, on intègre, on compte intégrer, par exemple, l'IHE pour pouvoir carrément être dans l'interopérabilité. Pourquoi c'est un objectif? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'interopérabilité est la meilleure solution pour une pérennité dans la digitalisation dans notre pays, et c'est ce qui est fait d'ailleurs même dans tous les autres pays. Donc, raison pour laquelle on compte intégrer la norme IHE pour pouvoir vraiment réussir cette interopérabilité avec tous les autres acteurs de la santé. Maintenant, Hôpitalia a aussi intégré standards internationaux de l'OMS dans le dossier patient, tel que la CIM 11, la CIM 10, les échelles de performance de l'OMS, etc. Cela veut dire quoi? Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mode juste faire une plateforme et venir disposer aux utilisateurs, mais il y a un travail qui a été fait en amont pour pouvoir vraiment intégrer tout le nécessaire pour permettre aujourd'hui à tous les utilisateurs de la plateforme Hôpitalia de se retrouver, de s'y retrouver, mais aussi de sentir que c'est une plateforme avec les normes internationales qui ont été respectées. Allez-y. Voilà, donc là, on parle d'Hôpitalia et du BI, on parle d'Hôpitalia et de l'intelligence artificielle, etc. Pourquoi on parle de ça? Parce que en réalité, nos plateformes sont là depuis, par exemple, plus de 10 ans. Donc, il y a énormément de données qui ont été
générés. Mais aujourd'hui, on utilise les outils de l'IA ou bien du business intelligent pour pouvoir faire des exploitations. Parce que l'objectif vraiment, c'est quoi? C'est que toutes ces données qui ont été générées puissent être exploitées pour aider à la prise de décision, mais aussi vraiment pour pouvoir être efficaces. Donc, en gros, c'était une présentation très brève pour vous montrer ce que fait Hôpitalia. Maintenant, qu'on comprenne comme quoi que c'est une plateforme qui est installée depuis des années et il y en a d'autres aussi qui sont là. Mais l'objectif principal, c'est que ces plateformes-là puissent être carrément mieux exploitées avec une interopérabilité efficace avec tous les autres acteurs. Pourquoi? C'est parce qu'on intègre tous ces standards-là pour permettre aux utilisateurs finaux ou bien à l'État de pouvoir prendre des décisions. Merci beaucoup. Merci, Ibrahim, pour votre présentation sur Hôpitalia, qui est l'un des outils aujourd'hui qui peuvent adresser la solution de la réduction des inégalités des soins grâce à la technologie. Donc, merci beaucoup. Avant de passer à la troisième présentation, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat, de vos différentes questions. Je vous prie de vous présenter, nom, prénom et structure, et aussi préciser auquel de nos panélistes vous adressez votre question. Comme ça, on pourra mieux se retrouver au moment de leur faire répondre aux questions. Je vous remercie. Nous allons passer à notre troisième présentation, notre troisième panéliste, qui va nous parler un peu de la réduction des inégalités des soins, de son point de vue, d'une socio-anthropologue qui travaille sur les inégalités et sur la santé numérique, et qui va nous donner vraiment un aperçu, en fait, un peu plus scientifique de la chose, comme le dirait, un peu plus académique, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Agnès Diène, je suis doctorante en socio-anthropologie de la santé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et je travaille également à l'hôpital Fann, plus précisément au CRCF, comme l'a si bien dit Dieudonné à l'entame de ses propos. Et dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'usage du numérique dans la prise en charge COVID-19, notamment en contexte COVID-19 et post-COVID-19. Et avant cette thèse-là, avant de venir à l'hôpital Fann, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet IA for COVID Sénégal, dans lequel on essaie de comprendre les usages de l'IA dans la prise en charge COVID-19 au Sénégal et les défis éthiques que cela a posé. Donc, je m'en vais vous faire une brève présentation, parce que le temps est compté, sur la santé numérique et équité, voir comment réduire les inégalités d'accès grâce à des solutions technologiques locales. Slide. Il faut savoir que pour définir qu'est-ce que l'équité numérique, plus précisément, l'équité numérique désigne l'état dans lequel chaque personne et chaque communauté dispose des ressources nécessaires en matière de technologie, de l'information, pour participer pleinement à la société, à la démocratie et à l'économie. Et le terme englobe non seulement les accès par rapport aux appareils et Internet, mais aussi la capacité à les utiliser et à tirer profit de manière efficace. Maintenant, pourquoi l'équité numérique est-elle importante dans le domaine de la santé? Il faut savoir que l'équité numérique favorise l'inclusion de la population vulnérable et marginalisée. Ça promeut également la justice sociale et économique. Ça aide à l'épanouissement dans une société axée sur la technologie. Également, ça réduit les disparités existantes dans des communautés marginalisées. Et en fin de compte, ça contribue au progrès social. Slide. Maintenant, je vais m'appuyer sur des définitions qui ont été dites par des théoriciens. Il faut savoir déjà que les inégalités numériques en santé présentent des disparités se référant à l'accès aux technologies numériques entre différents groupes de population souvent influencés par des facteurs sociaux, économiques et régionaux. Et les expressions fractures numériques sur lesquelles je reviendrai après, et inégalités numériques désignent le phénomène par lequel les groupes sociaux se trouvent
défavorisés et par le fait même d'être marginalisés par rapport à d'autres sur le plan des ressources et des compétences nécessaires à l'usage des médias numériques, considérés aujourd'hui nécessairement à leur intégration sociale. Une définition qui a été donnée par Ragneda 2017. Et se référant aussi à la définition de Robinson et al. 2018, partant du constat que les inégalités numériques renforcent les inégalités préexistantes de genre, c'est-à-dire que les inégalités numériques renforcent les inégalités qui existaient bien avant l'introduction du numérique, à savoir les inégalités sur le genre, l'origine ethnoculturelle, les classes économiques, l'accès aux soins de santé, de participation électorale et d'employabilité et du capital, qui a été évoqué par les différents panélistes. Slide. Slide. Vous m'entendez? Oui, je slide encore. Oui, merci. Il faut savoir que les solutions technologiques, bon, là je ne vois pas le titre, il faut savoir que les solutions technologiques locales pour réduire les inégalités sociales au Sénégal. Non, il y a l'état des lieux des inégalités de santé au Sénégal. Avant ce slide-là. Oui, oui, je suis revenu là-dessus. Je ne le vois pas, désolé. Ou bien j'explique, ce n'est pas grave. OK. OK, je peux arrêter le partage. D'accord. L'état des lieux des inégalités de santé au Sénégal. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a des disparités d'accès au numérique entre les zones urbaines et rurales ou les régions également. Et des études selon la NSD montrent que 40% de la population vit dans des zones rurales où l'accès aux soins est parfois limité. Et comme on peut retenir qu'il y a comme élément clé liés aux inégalités, les disparités géographiques en termes d'infrastructures insuffisantes, l'éloignement des structures de santé et manque de personnel médical dans les zones rurales. En termes de barrières socio-économiques, il y a la pauvreté qui parfois ne facilite pas l'accès à Internet pour acheter des débits et autres, l'éducation au numérique, l'accès limité aux formations et coûts des soins inaccessibles à cause des inaccessibilités financières pour les ménages à faible revenu. Il y a aussi des obstacles culturels et sociaux, des normes et croyances qui influencent la recherche de soins, notamment pour les femmes et les jeunes. Maintenant, au Sénégal, il y a des solutions technologiques locales pour réduire les inégalités sociales de santé. Et parmi ces solutions, nous avons des solutions numériques et des solutions d'IA. Et les solutions numériques, nous avons la télémédecine, les applications de santé sur lesquelles les deux autres panélistes sont revenus amplement, je vais passer dessus. Et aussi, ces initiatives sont portées par l'État du Sénégal avec le ministère de la Santé, des développeurs et des ONG. Et on a constaté dans nos résultats que ça a été fait durant la pandémie, bien avant, durant et après COVID-19. Maintenant, on se rend compte que vous êtes revenus, donc c'est bon, voilà. Donc, on se rend compte que le numérique promet, certes, il y a un décalage entre la promesse de la digitalisation et les réalités sénégalaises, parce que le numérique promet, certes, de réduire les inégalités d'accès grâce à des solutions technologiques locales. Mais aussi, il ne faut pas oublier. Vous m'entendez, il y a un micro qui est ouvert, je pense. Il y a des interférences. OK, c'est bon. Je disais que la digitalisation promet de réduire les inégalités d'accès grâce à des solutions technologiques locales, ce qu'on vient d'expliquer et à travers les différents exemples qui ont été donnés. Mais il ne faut pas oublier le fait que ça favorise également de nouvelles formes d'organisation marquées par la souplesse, la flexibilité, la coopération des personnels de santé. Ça leur aide dans leur travail à être beaucoup plus opérationnel. Et aussi, malgré cela, les bienfaits du numérique, on constate également qu'il y a des inégalités, que c'est dépendant des inégalités existantes. Parce que si on crée des solutions numériques basées sur des données, par exemple, de genre qui sont
qui ne reproduisent pas en quelque sorte la vraie caractéristique des spécificités de genre au Sénégal, ça peut reproduire des inégalités dans la société sénégalaise. Donc, on peut dire que la santé numérique dépend en quelque sorte des inégalités existantes, les solutions numériques qui sont développées. Et ça peut se jouer autour de l'accès aux équipements, également des conditions d'usage, notamment aussi bien pour les patients que les professionnels de santé. Et dans l'ouvrage de Bernardetto Myers et al., publié en 2021, ils reviennent sur le fait que c'est important de ne pas se limiter sous l'angle seulement des fractures numériques et de fossés numériques, parce que la plupart des études se limitent sur ça, le manque d'équipement, le manque de beaucoup de ressources et autres. Mais aussi, il y a aux inégalités d'accès en termes d'équipement et autres. Mais il y a aussi le parcours individuel qui est important pour analyser ces inégalités-là. Parce que un médecin peut bien être formé dans le domaine médical et autres, mais si dans son curriculum, il n'a pas été bien préparé à utiliser le numérique, ça va poser problème. Et aussi les contextes socio-organisationnels dont vous savez bien, au Sénégal, il y a des disparités et des inégalités en termes d'infrastructures, aussi bien dans le milieu rural, urbain, et aussi bien dans le secteur privé, public. Les moyens ne sont pas les mêmes et les équipements également ne sont pas les mêmes. Slide. Maintenant, en vue de tout cela, il faut comprendre que les obstacles de l'équité numérique qui causent des inégalités numériques au Sénégal se retrouvent autour de ces différents points qui sont autour, à savoir le revenu, qui est important pour pouvoir payer l'Internet, payer les outils numériques, les régions et les lieux de résidence qui sont importants parce que nos études qu'on a eu à faire dans les zones comme Kédougou durant la pandémie avec le DHS2 Tracker Covid ont montré que des personnels de santé qui étaient dans des postes de santé éloignés étaient obligés en début de pandémie, avec des charges de travail élevées, d'envoyer tout le temps des rapports au niveau district pour qu'ils puissent faire la saisie et renseigner les données. Ce qui a engendré des gaps de données parce qu'ils n'avaient pas accès à l'électricité et à la connexion. Donc, c'est des entretiens qui ont révélé ça dans ces zones-là durant la pandémie, surtout en début de Covid. Et ces résultats ont été présentés dernièrement, la semaine dernière, et les médecins ont également confirmé cela. Et la situation professionnelle également, parce que quelqu'un qui est dans une structure, par exemple, qui travaille à accès à Internet, la plupart des gens, quand ils sont dans leur bureau, ils sont plus connectés. Si chez toi, tu n'as pas le Wi-Fi, ce n'est pas facile pour toi de te connecter. Quand tu achètes les données mobiles, c'est un peu limité parce que ça se termine parfois vite. Il y a aussi l'âge et le sexe, parce que l'âge, les personnes âgées et les plus jeunes, il y a une différence par rapport aux usages, parce que les jeunes sont plus adaptés parce qu'ils sont des jeunes issus de la génération tech, alors que les plus âgés ont des difficultés. Je prends l'exemple de ma mère, par exemple, qui parfois te demande de l'aider à faire certaines choses parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, il faut prendre en compte ces gens-là. Il y a l'éducation également, la formation sur lesquelles j'ai parlé. Il faut bien évidemment former les usagers, à savoir les patients, mais aussi les médecins. Parce que ils nous ont reporté que les médecins qu'on a interrogés sur l'usage du DHIS2 Tracker durant Covid, parce qu'on était dans un contexte d'urgence sanitaire, on les a formés en une journée en ligne, ils devaient après utiliser, et quand j'ai présenté mes données lors d'une séance des GSS, par exemple, une des médecins me disait que oui, moi, ce qui m'étonne, c'est que les données rejoignent mes inquiétudes parce que moi, j'ai été formée, mais par la suite, je ne pouvais pas utiliser. Quelque chose qui est paradoxal. Comment on forme et de quelle manière? Et à chaque fois, il faut revenir, faire les formations répétitives et voir si les gens ont bien maîtrisé ces usages-là. Il y a les cultures aussi, la culture et les origines ethniques, parce que dans nos cultures sénégalaises, est-ce que pour certaines personnes, c'est éthique d'utiliser le numérique pour recourir aux soins? Là aussi, c'est des questionnements. Il y en a qui l'acceptent, d'autres pas. Il y a les barrières de langue également, parce que si des solutions sont créées dans des langues qui ne sont pas... Au Sénégal, on a plusieurs langues. Moi, personnellement, je parle le français, le wolof et le sérère. Et le sérère que je parle est différent des autres sérères, parce qu'il y a plusieurs dialectes dans la langue sérère. Donc, pour une approche inclusive, il faut prendre en compte tous ces aspects-là dans le développement des usages. Également, en termes d'handicap, les personnes à mobilité réduite, il va falloir, en pensant ces outils-là, en termes de santé,
ne pas reproduire les inégalités par rapport à ces gens-là pour qu'ils puissent eux aussi, pour que ça soit beaucoup plus équitable. Slide. Bon, en conclusion, nous pouvons retenir que pour réduire les inégalités d'accès grâce à des solutions technologiques locales, il faut une approche holistique qui implique aussi bien le ministère de la Santé, les professionnels de santé, les patients, la communauté, les médiateurs, les développeurs et aussi les partenaires techniques et financiers, mais également les politiques qui décident. Et aussi les fournisseurs d'Internet, à savoir les opérateurs Orange, Free et autres. Et également l'électricité, parce que le Sénégal ne se résume pas seulement à Dakar, elle ne se résume pas non plus aux régions. Il y a des gens qui habitent dans des zones où l'accès à l'électricité est un peu réduit. Et pour ces gens-là, pour une approche inclusive, il va falloir penser à ces gens-là. Donc, c'est ce qui se décline à travers ces différents aspects. Premièrement, nous avons l'aspect sur l'investissement dans l'infrastructure. Il faut penser à développer l'infrastructure sur tous les plans pour améliorer la connectivité dans les zones mal desservies, par exemple comme Kédougou, comme on l'a eu dans notre cas, pour des postes de santé un peu éloignés. Et aussi, par rapport au programme d'alphabétisation, il faut fournir un enseignement pour améliorer les compétences numériques, surtout par rapport aux usages, cibler les communautés marginalisées, les personnes âgées, les personnes qui ont des accès limités à ces outils-là, et surtout le personnel de santé, parce que pour la plupart du temps, on pense qu'ils sont instruits, que c'est plus facile, alors que le numérique, parfois, est nouveau pour tout le monde. Donc, il va falloir être initié pour pouvoir en faire un bon usage. Et aussi, pour les mesures d'accessibilité financière, il faut une mise en place de politiques visant à rendre les services et appareils Internet plus abordables, surtout pour les personnes qui sont des familles qui ont de faibles revenus. Et aussi, en ce qui concerne le 4e point sur les initiatives en matière d'accessibilité, dans la conception, il faut penser aux différentes sources d'inégalité, facteurs, et aussi en prendre en compte afin que ça puisse vraiment réduire les inégalités par rapport à la population sénégalaise. En dernier lieu, en ce qui concerne les partenariats et collaborations, il est important d'encourager le partenariat public-privé parce que tout le monde le numérique, maintenant, c'est devenu l'affaire de tout le monde. Et aussi, surtout, le partage de ressources, d'expertise, d'initiatives, mais également favoriser l'équité numérique en santé au Sénégal, pour favoriser l'équité numérique en santé au Sénégal, comme l'a si bien dit tout à l'heure Ibrahima, je pense, dans sa présentation, il faut faire face à l'interopérabilité, parce que c'est un véritable problème de santé publique au Sénégal. On sait qu'il y a pas mal de solutions qui sont créées, qui sont utilisées par beaucoup de structures sanitaires, mais la centralité, pour centraliser ces données-là et que le ministère de la Santé puisse vraiment tout harmoniser, c'est ça le vrai problème et le défi du Sénégal. Donc, ce serait bien de penser à ces partenariats-là afin de pouvoir atteindre cette interopérabilité-là dans le domaine de la santé et de faire face aux inégalités d'accès par rapport au numérique en santé. Donc, je vous remercie de votre attention. Je pense que je suis en termes à la fin de ma présentation. Et merci. Merci Hélène pour cette présentation vraiment exhaustive qui est revenue sur le concept même d'inégalité et qui, à travers vos études que vous avez menées sur le terrain dans le cadre de votre thèse, nous montre qu'il ne suffit pas seulement de parler d'infrastructures, de parler de solutions numériques pour réduire les inégalités. Il faut aussi faire attention dans l'implémentation de ces solutions-là à ne pas accroître des disparités qui existent déjà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel que vous avez soulevé et qui seront prises en compte par les différents acteurs qui sont dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, nous allons prendre 3 questions du public et après passer à quelques questions de discussion que nous avons préparées. Donc, nous allons prendre une première question. Bon, merci de mettre le nom du panéliste auquel est adressée votre question. Ceci pourrait nous permettre de mieux leur adresser la question pertinente. OK, on a une question
Je vais prendre la première question qui est un peu plus... OK. On a une question de Cheikh que je vais poser à Aïssatou. Quelles sont aujourd'hui sur la stratégie 2018-2023, quelles sont les choses concrètes qui ont été faites sur la stratégie 2018-2023, si je comprends bien la question. Alors, merci beaucoup, Dieudonné. Donc, comme je l'avais expliqué dans ma présentation, c'est une stratégie qui a été élaborée, qui a été mise en œuvre, mais il y a eu une mise en œuvre très timide. Mais c'est une stratégie qui a abouti à l'élaboration de ce programme de digitalisation qui est parfaitement aligné au plan national de développement sanitaire et social. Et aujourd'hui, ce programme est en cours de mise en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Donc, il y a aujourd'hui la Banque mondiale à travers le projet PAENS, le projet d'accélération à l'économie numérique du Sénégal, qui est en train aussi d'appuyer le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la mise en œuvre de ce programme de santé. Mais il y a aussi d'autres partenaires techniques et financiers qui ont appuyé le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de ce programme de santé à travers la mise en place de beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont organisées au niveau du système d'information géographique. Il y a le dossier patient aussi qui est en cours de mise en œuvre. Donc, il y a un cabinet aussi qui a été recruté pour mieux faire des propositions sur l'architecture d'entreprise. Donc, tout ça, c'est des réalisations concrètes aujourd'hui qui ont été acquises avec la stratégie santé digitale. OK, merci beaucoup. Je vais rebondir aussi là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, quels sont les principaux défis? Vous avez dit que la mise en œuvre de la stratégie a été un peu timide au début. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés dans cette mise en œuvre, et surtout au fait pour répondre aux inégalités? Alors, je dirais qu'il y a eu des défis dans la mise en œuvre. Il y a eu beaucoup de défis et je pense que le premier défi que je citerai, c'est surtout le défi de financement. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, pour mettre en œuvre une stratégie, pour mettre en place des solutions de santé numérique, c'est des choses qui nécessitent des ressources financières. Donc, le financement a été le principal défi pour la mise en œuvre de toutes ces solutions. Maintenant, l'autre défi que je citerai aussi, c'est le défi d'intégration des solutions existantes. Dans ma présentation, vous avez vu que dans une diapositive, j'ai montré un peu la situation par rapport aux applications existantes. Et vous voyez aujourd'hui, il y a cette nécessité d'intégration de l'ensemble de ces applications. Je pense que le ministère est dans cette dynamique d'intégration des applications pour avoir de meilleurs résultats. Il y a aussi le défi d'adoption des solutions numériques par le personnel de santé. Je pense que ça aussi, c'est un défi à prendre en compte. Il faudrait que le ministère aussi puisse développer des stratégies pour aider le personnel à adopter les solutions numériques. Et il est important de faire participer le personnel de santé dans la mise en place de solutions digitales. Et surtout de bien communiquer avec eux sur la nécessité du changement, sur la nécessité d'introduire les solutions digitales, sur les avantages, la valeur ajoutée, la plus-value que ces solutions peuvent leur apporter dans la vie de tous les jours, donc dans le quotidien, que ces solutions puissent les aider à être beaucoup plus efficaces. Donc voilà peut-être en termes de réponse ce que je voulais donner comme élément de réponse en attendant les autres questions. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions pour vous, mais nous allons rebondir sur d'autres questions pour les panélistes en attendant de revenir vers vous, Aïssatou. On va poser une question à Ibrahima. Quelqu'un posait la question, où peut-on trouver Hôpitalia? Mais je pense que vous en avez déjà parlé dans votre présentation. Si vous pouvez revenir là-dessus, où peut-on trouver Hôpitalia aujourd'hui? Merci beaucoup, Dieudonné. Merci pour la question. Je pense qu'Hôpitalia, on peut le trouver partout au Sénégal. Si vous êtes à Dakar, aujourd'hui, il y a l'hôpital général de Soupouy. Bon, c'est l'hôpital Grand Yoff de Dakar. Il y a la polyclinique, il y a les centres de santé Philippe Maguilène Senghor, il y a les centres de santé Gaspard Camara. Disons, quasiment en dehors de l'hôpital Fann et de l'hôpital, en dehors de l'hôpital Fann, disons, en dehors de 2 à 3
hôpitaux à Dakar, vous pouvez les trouver dans toutes les structures sanitaires et dans les régions aussi. Dans toutes les régions, sauf Kaffrine, vous allez trouver Hôpitalia dans les hôpitaux régionaux. Oui, bon, pour plus spécifier la question maintenant, je pense que c'est une question d'une personne qui veut en apprendre plus sur le logiciel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des documentations accessibles pour les personnes qui sont un peu plus tech et qui veulent étudier ce logiciel-là, ou ils doivent se rapprocher de vous? Bon, évidemment, si vous voulez, il y a des documentations pour pouvoir, on peut les partager, pas de problème, mais aussi, on est ouvert pour quelqu'un qui voudrait plus en savoir, on est ouvert, nos bureaux sont ouverts pour venir vraiment voir en pratique ce que nous faisons et ce que Hôpitalia permet. D'accord, d'accord, vraiment. On va rebondir sur une autre question pour Hélène. Aujourd'hui, on a parlé un peu de fracture numérique. Vous êtes revenu de long en large sur ça. Et dans votre pratique, quelles sont les situations aujourd'hui où l'absence de solution numérique freine l'accès équitable aux soins? Est-ce que dans vos études, vous avez déjà constaté que quelque part, il y a une inégalité des soins, mais c'est en fait avoir une solution numérique pourrait réduire, en fait, contribuer à réduire cette inégalité-là? Bon, je donnerai, comme mes études portent surtout sur la pandémie, je pense que c'est un bon exemple pour parler de la situation où l'absence de numérique freine. Parce qu'on s'est rendu compte que la pandémie a boosté un peu l'usage de ces outils-là. On était dans un contexte de confinement où il ne fallait pas sortir. Donc, l'accès au numérique dans ces contextes-là est une situation très importante. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que dans ces cadres-là, ce serait bien de développer, comme l'a fait le groupe d'Anne Covid, avec des initiatives, des développeurs personnels, ont développé des solutions qui ont permis aux gens de rester chez eux et de pouvoir se connecter pour pouvoir vraiment faire beaucoup de choses en termes de santé par rapport à la pandémie. Et c'était très, très, très important. Et je pense que je vais m'en arrêter là. Si ce n'est pas clair aussi, vous revenez sur la question, je vais essayer de répondre plus clairement. Merci beaucoup. Je vais revenir aujourd'hui sur votre question. Il y a une question de Richard Diatta qui demande en fait comment équilibrer innovation technologique et confidentialité avec les confidentialités et les droits des patients. Je vous pose cette question, Hélène, et je vais poser aussi la question à Emmanuel s'il a une réponse à cela. Comment équilibrer l'innovation technologique avec la confidentialité et les droits des patients? Je pense que le Sénégal, dans ce cadre-là, est dans une très bonne dynamique parce que nous avons la loi 2008 sur la protection des données personnelles. Et il y a pas mal d'initiatives en cours pour la protection des données personnelles, notamment il y a le CDP qui a été mis en place pour veiller à cela. Et il y a des plaintes qui sont faites par les usagers, et après il y a des poursuites judiciaires qui se font au besoin. Et je pense que c'est de bonnes approches parce que si on prend l'exemple de l'harcèlement sexuel qui sort peut-être de ce cadre-là et que les gens se plaignent auprès de la CDP et que la CDP mette en place des structures avec la police ou bien la gendarmerie, ça aide beaucoup à rendre justice à ces personnes-là. Dans le domaine de la santé aussi, si une personne, par exemple, voit que ses données de santé se retrouvent, il voit ses données de santé ailleurs, ou bien que ça a été divulgué dans des endroits où ça ne colle pas, il peut recourir à la CDP pour pouvoir faire des plaintes et vraiment avoir des solutions plausibles par rapport à sa requête. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de choses à faire, certes, par rapport à la CDP, parce que il faut dire qu'il y a des limites qui se posent également. Mais je pense que par rapport à cette dynamique, si on a pas mal d'initiatives qui favorisent en quelque sorte l'équité par rapport à l'usage des numériques, surtout par rapport à la protection des données personnelles. Nous, dans nos données, on a vu que durant la pandémie, on a demandé aux médecins s'ils avaient signé des chartes éthiques. Voilà. Pour pouvoir s'engager et dire qu'ils ne vont pas divulguer les données personnelles. Ils nous ont dit qu'ils étaient tenus par le serment, je pense, d'Hippocrate, qui fait que
un médecin ne peut pas divulguer les données personnelles de quelqu'un, mais ça a des limites parce que sur le point de vue juridique, il n'y a rien qui a été signé. Et si, par exemple, le médecin utilise son téléphone portable pour faire certaines opérations et qu'il le perd, par exemple, et que quelqu'un d'autre y accède, ça pose en fait un mauvais usage sur des données de santé, ça pose des problèmes éthiques. Donc, il va falloir vraiment encadrer et voir des solutions plausibles pour pouvoir faire face à tous ces défis-là par rapport aux données personnelles. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Je vais rebondir avec Ibrahima. Vous, avec votre solution, comment vous voyez, vous intégrez l'aspect protection des données des patients? Bon, déjà, nous, on respecte l'approche réglementaire du pays. Donc, on respecte tout ce qui a été décliné par les pays par rapport à la réglementation, à la protection des données personnelles, en première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est que nous, dans nos solutions, on fait tout pour que déjà, il y a l'identification qui est bien gérée, c'est ceux qui accèdent à ces données-là. Maintenant, aussi, toujours dans la plateforme, il y a le fait d'anonymiser déjà les patients. Pour certaines recherches, il y a le fait aussi de rendre privé les dossiers des patients. Ce qui fait que, donc, d'une manière globale, par rapport à la plateforme, il y a la sécurité qui est déjà établie. Maintenant aussi, en se basant sur la réglementation de la CDP et du pays, donc ce qui permet d'avoir une sécurité par rapport à ces données-là. Et c'est juste pour insister encore, même nous qui sommes les développeurs, les providers de ces solutions-là, même pour accéder à ces données-là, c'est sur la base de certaines règles définies avec les structures sanitaires où sont installées nos solutions, pour être vraiment dans les normes pour éviter tout problème. Maintenant, même les utilisateurs aussi, il y a des règles qui ont été vraiment décidées. C'est en fonction maintenant des structures sanitaires, juste pour dire que ce n'est pas vraiment une forme. Mais de toute façon, nos côtés plateforme, côté logiciel, on gère l'anonymisation, on gère aussi le fait de rendre privé un dossier. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, par exemple, vous partez dans un hôpital. Aujourd'hui, par exemple, un médecin même peut rendre privé un dossier de telle sorte que même pour qu'un autre médecin puisse y accéder, il faut d'abord que celui qui l'a rendu privé lui autorise ça. Donc, ce sont des choses qui sont gérées d'une manière pratique dans les structures sanitaires. Merci, Ibrahima. On va revenir vers vous, Aïssatou, notamment sur les questions d'inégalité. Je vois qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui par rapport aux infrastructures qui sont mises en place par le ministère aujourd'hui avec la coopération du gouvernement. Mais avant de venir là-dessus, j'aimerais savoir en fait, quels sont les critères prioritaires aujourd'hui qui vous guident dans le choix ou le développement de solutions de santé pour les contextes locaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, quels sont les critères qui vous guident pour dire que telle région aurait besoin de telle action de santé numérique? Merci beaucoup, Dieudonné. Donc, par rapport aux critères, je dirais que je les classerai en deux catégories. Il y a d'abord les aspects techniques qu'il faudra prendre en compte. Il y a aussi les aspects fonctionnels. Mais je pense qu'au-delà des aspects techniques et fonctionnels, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'abord que les technologies choisies puissent répondre au contexte, à la situation. Donc, ce qui fait que dès le départ, il faudrait que le besoin soit bien identifié. Ça, c'est un critère important. Choisir des technologies qui sont adaptées au contexte, à la situation actuelle et qui répondent à un besoin bien précis. Maintenant, au-delà de ce choix-là, il y a les critères techniques et fonctionnels tels que la facilité d'utilisation de la technologie, la facilité de développement de la technologie, la capacité d'évolution aussi de la technologie, la performance. Tout ça, c'est des aspects aussi qui sont très importants à prendre en compte, surtout dans le cadre de la pérennisation de ces solutions. Maintenant, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de confidentialité, de sécurité. Je pense que ça aussi, c'est un critère important à prendre en compte. Nous sommes dans un secteur qui est très sensible avec des données sécurisées, donc qui permet de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données des patients. Voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse par rapport à cette question. Merci.
Ok, pour rester avec vous, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions par rapport aux initiatives du ministère. J'ai une question ici de Bob Akapa qui demande en fait quelles sont les actions concrètes réalisées pour l'établissement de l'interopérabilité des systèmes d'information médicale. Alors, par rapport à l'interopérabilité, il y a des réflexions en cours. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la stratégie santé digitale, il y a des organes de gouvernance qui ont été mis en place. Il y a un comité de pilotage pour tout ce qui est décision à prendre. Il y a un comité technique qui se réunit régulièrement. Je pense que lors de la dernière réunion du comité technique, il y a des groupes thématiques de travail qui avaient été mis en place. Et dans ces groupes thématiques, il y a un groupe qui est chargé de réfléchir sur cette interopérabilité des systèmes et de faire des propositions concrètes au ministère. Donc, je pense que peut-être sous peu, les groupes thématiques vont démarrer et nous espérons qu'on aura des propositions concrètes par rapport à l'interopérabilité des systèmes. Pardonnez-moi, en fait. Aïssatou, moi, j'ai une question. Jusque-là, c'est surtout des réflexions qui ont été menées en interne. Oui. Oui, excusez-moi, en fait, moi, j'ai une question en fait, qui est dans mon gorge depuis tout à l'heure que je voulais te poser. C'est que, est-ce que, en fait, vous avez fait déjà, en fait, la diagnostic de la connectivité, le minimum, en fait, pour tous les établissements, en fait, du Sénégal que vous détenez, en fait, au niveau du ministère de la Santé? Est-ce que vous avez fait, en fait, une diagnostic, c'est-à-dire que faire, en fait, ce qu'on appelle, en fait, une audit générale pour regarder ce qui... Est-ce que vous l'avez déjà fait, d'abord? Pour parler, en fait, voilà, des centrales Tout à fait. de connectivité ou quelque chose comme ça. Tout à fait, cher. Ce travail d'état des lieux a été fait. Vous savez, dans l'élaboration de toutes nos stratégies, que ce soit la stratégie santé digitale, que ce soit le plan directeur informatique surtout, il y a un état qui a été fait du territoire national. Donc, le premier plan directeur informatique, il y a eu des missions de terrain au niveau de toutes les régions où nous avons fait l'état des lieux de tout ce qui est équipement, infrastructure, informatique, application. Donc, ce fut le cas aussi pour les autres stratégies qui ont suivi. Et aujourd'hui, il y a un travail aussi qui est en cours pour un peu mettre à niveau cet état des lieux en collaboration avec la Banque mondiale. Vous dire qu'aujourd'hui, le ministère a la situation par rapport aux infrastructures informatiques, par rapport au parc informatique et aussi par rapport aux applications qui sont utilisées actuellement au niveau du secteur de la santé. Merci Aïssatou. Bon, comme M. Gay, vous voulez intervenir directement, je vous propose alors de lever la main pour vous poser vos différentes questions. Donc, on a M. Amadou Fall, oui, vous pouvez. Après, on va donner la parole par ordre de... Voilà, M. Amadou Fall, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour Dieudonné et bonjour à toutes les personnes qui sont présentes dans ce cours. Et je suis ravi de participer parce que c'est la première fois. Et j'ai été très émerveillé par toutes les trois présentations. Donc, c'est plus une contribution que je vais apporter. Moi, je pense que le premier slide de ma sœur, Madame Fall, Aïssatou, résume en tout cas tout ce qu'on a besoin de savoir sur les actions à mener pour mener à bien une transformation digitale, qui sont les 7 piliers de l'OMS. Et je pense qu'elle a également présenté, par rapport à ces 7 piliers, elle a présenté où est-ce qu'on en était au Sénégal, avec toutes les stratégies qu'on a eues en termes de leadership et de gouvernance. Et je pense qu'au Sénégal, nous sommes encore à une étape disons, de planification ou bien de design pour mener à bien notre transformation digitale. Et naturellement, si je reviens à la présentation de notre cher ami, je ne me rappelle plus du nom, mais qui a présenté Hospitalia, ça montre aujourd'hui que on n'attend pas que... souvent, la transformation digitale n'attend pas qu'il y ait une stratégie qui est en train d'être appliquée, ou bien qui est financée, etc. Donc, il y a toujours des initiatives qui ont été menées
Et justement, notre stratégie au niveau national devra se baser sur, en tout cas, l'existant, ne pas ignorer ce qui existe déjà. Et la troisième présentation que notre amie Hélène a faite, qui est brillante d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Même dans les 7 piliers, il y a nulle part où on parle, en tout cas, de comment on devrait faire ça, dans ces transformations, quelles sont les considérations à faire, quelles sont les considérations à prendre en compte dans ces transformations. Donc, les aspects sociaux sont très importants. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont recommandées, notamment pour mener à bien cette transformation digitale, pour s'assurer que les acteurs, n'est-ce pas, les cibles, n'est-ce pas, se l'approprient. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont citées, notamment le Human-Centered Design, concevoir avec, en tout cas, les utilisateurs finaux, et la communication sur le changement de comportement, etc., pour pousser un peu les acteurs à faire ça. Pour moi, au niveau du Sénégal, la particularité, quelqu'un a également cité si on a fait un diagnostic, effectivement. Je pense qu'il y a eu plusieurs diagnostics qui ont été faits et au Sénégal, aujourd'hui, nous avons un financement du PAENS de 50 millions de dollars et qui a l'intention de faire plusieurs actions, n'est-ce pas, mais avec comme premier projet phare qui est le dossier médical électronique, le dossier patient unique partagé. Mais pour moi, ce qu'il y a à faire, ce serait de faire une architecture d'entreprise. Je vais terminer juste par là, Dieudonné. Voilà, je vais juste terminer par ça, c'est qu'il faudrait garder en tête que toute action qu'on devrait faire en se basant sur ces 7 piliers, quelqu'un a parlé de la protection des données, etc., etc. Donc, disons que si on suit ces 7 piliers, avec une démarche d'architecture d'entreprise, on pourra en tout cas mener à bien nos transformations digitales au niveau du pays. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a tellement d'idées qui viennent dans ma tête, mais voilà. Il faut donner la parole aux autres aussi. Je vous remercie pour votre intervention. On va donner la parole à M. Bourré Gilan Diouf. Et si vous pouvez être bref, comme ça, on pourrait permettre aux autres d'intervenir aussi. Merci beaucoup, Dieudonné. Bonjour à tous. Sur la présentation de Mme Fall, la première présentation, d'abord la féliciter. La question, c'est les objectifs. Je vois effectivement des stratégies santé digitale, effectivement, au Sénégal, etc. Mais il n'y a pas d'objectif. Ou bien peut-être ce n'est pas présenté ici. Ça ramène toujours la question de la concrétisation en fait, de nos ambitions. Il faut que ce soit concret, qu'on puisse mesurer. Je vois beaucoup d'actions, enfin, en tout cas beaucoup de projets où elle dit c'est en cours, nous sommes en train de mettre en place. Ce serait bien sur chaque projet, en tout cas, de pouvoir mettre des objectifs très concrets qu'on puisse mesurer et puis voir un peu l'évolution. Madame Diène a parlé d'équité à la fin, donc j'ai posté un petit message pour dire inclusion finalement, parce que quelqu'un a parlé d'intégrer toutes les parties prenantes, les agents de santé, etc. Donc ça, c'est de l'inclusion. L'inclusion est beaucoup plus large que l'équité, qui est, elle, plus large effectivement que l'égalité. Mais essayez, Madame Diène, de regarder cet aspect-là d'inclusion. Peut-être que même votre... en tout cas, regarder cet aspect et faire évoluer vers l'inclusion plutôt que de vous arrêter à l'équité. Mais ça répond effectivement à ce que vous dites. Et bravo pour Hôpitalia, je termine par là. C'est bien qu'ils aient conscience de l'interopérabilité qui est cruciale. Donc, bravo pour le travail déjà fait et bon courage. Merci à tous d'avoir organisé également ce webinaire. Merci, M. Diouf. Nous allons retenir votre question pour Aïssatou, qui parle un peu des objectifs, de revenir sur les objectifs. Avant ça, M. Chevalier, on vous prend rapidement en 1 minute parce que vous êtes déjà intervenu. Donc, oui, en fait, moi c'est à propos en fait, des solutions que nous, en fait, on crée en tant que startup. Moi,
moi, je voulais en fait poser une autre question à Aïssatou. Qu'est-ce qu'en fait le ministère de la Santé a mis en place pour les startups qui veulent faire en fait des logiciels, c'est-à-dire que sur la partie e-santé? Parce que moi, j'ai un très grand souci. Moi, j'ai développé mon propre en fait logiciel en fait e-santé pour le Sénégal en exploitant directement les données de l'ordre des médecins au Sénégal. Je les ai écrits. Ils m'ont renvoyé vers le ministère de la Santé pour avoir une autorisation. Au niveau du ministère de la Santé, comme l'a si bien dit Hélène, il n'y a aucune voilà, en fait, plan juridique qui a été mis en place pour tout ce qui est protection de données. Est-ce qu'on a le droit d'exploiter les données des patients, des Sénégalais ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire que moi, j'attends plus à Aïssatou, en fait, dans cette partie pour qu'il puisse me répondre, s'il vous plaît. Merci, M. Gueye, pour rectificatif. Il n'a pas dit qu'il n'y a rien n'est mis en place pour la protection des données. Attention, elle a plutôt évoqué l'aspect CDP qui est en place aujourd'hui en matière de protection des données aussi aujourd'hui au Sénégal. Oui, M. Diakoub Abdoulaye. Oui, c'est Madame. C'est Madame Diakoub Abdoulaye. Oui, allez-y, Madame Diakoub. Voilà, moi j'étais juste, comme le temps nous manque un peu, je vais me présenter. Je suis technicien supérieur en imagerie médicale. Donc j'ai beaucoup écouté les interventions, mais ce que j'ai remarqué, il y a un domaine plus administratif que médical et paramédical. Je pense que c'est pour ça que pour concrétiser, c'est un peu difficile. Bon, je vais m'expliquer. Vous avez dans un hôpital, il y a des choses qui sont plus du domaine d'administration. Ça veut dire les dossiers patients, les données. Ça, tu t'adresses à l'administration, comme le ministère de la Santé, ça veut dire il a la main mise sur les établissements. Donc là, c'est facile. Vous pouvez entrer, vous donnez vos données, vous prenez ce que vous voulez. Le patient vient, il passe par le service de, comment on appelle ça, le service de facturation. Donc là, c'est facile. Mais il y a une difficulté peut-être que je vois que les gens n'ont pas prise en compte. Parce que je donne un exemple bien précis. Je fais partie des gens qui ont ouvert l'hôpital Kanthiaroye, qui est à Pékin. Donc, il y avait déjà le dossier patient. Dès l'ouverture de l'hôpital, il y avait déjà le dossier patient. Il y avait un numéro unique. Quand tu viens, tu as un numéro unique. Moi, j'ai été là-bas en 2006, mais jusqu'à présent, quand je viens, j'ai un dossier unique. Donc, ce que j'ai fait en ORL, mais ce n'était pas sur un logiciel. C'était sur des dossiers patients, ça veut dire c'était des cartes en rose, des dossiers. Donc, si je vais chez l'ORL, l'ORL sait que je suis partie chez le dentiste et tout ça, donc c'était sur le dossier. Mais à un moment donné, quand ils ont voulu faire ça en numérique, ça a posé un problème au niveau du personnel. Parce qu'au début, les gens, ils ne prennent pas en compte le personnel, leurs besoins. Parce que après ça... Pour résumer en 30 secondes, s'il vous plaît, le temps nous presse. Oui, c'est juste pour attirer leur attention que je suis passée à Kolda et puis à Pékin. À Kolda, ça a plus marché parce qu'ils ont commencé, avec Amref, a commencé directement avec le personnel de santé. Donc moi, j'étais là-bas, je n'avais pas de médecin radiologue, mais j'arrivais à communiquer avec les médecins de Dakar, avec un kit de haut débit, sur les scanners, surtout du côté de l'AVC. C'est parce que les besoins des praticiens n'ont pas été mis au devant. Par exemple, ça aurait été mieux, dans certaines zones, de mettre en place une téléradio AVC, plutôt qu'autre chose par rapport aux zones, par rapport comment on dit, la cartographie. Par exemple, quand tu vas au nord, tu n'as pas de palu, tu as plus des maladies urinaires dues à la bilharziose. C'est ça, c'est ça. Bon, je vous remercie. Parce que le panel va réagir. Donc, on prend M. Kéli-Brahima, après on laisse le panel réagir aux différentes questions. Merci. M. Kéli, soyez bref, au moins 1 à 2 minutes pour permettre à notre panel de réagir. Merci, je pense que je vais y aller très rapidement. Merci pour les belles présentations sur le numérique. Alors, certaines de mes préoccupations ont été brossées, notamment les questions de réglementation, parce que c'est un secteur qui bouge très vite et la réglementation ne suit pas.
chacun est dans son coin, conçoit des choses. Parfois, on est renvoyé au niveau du ministère, parfois non. Et pour moi, il est important d'avoir une entité ou en tout cas quelque chose qui peut passer en revue les solutions conçues, puisque c'est un domaine sensible, la santé, pour qu'on puisse valider, voir ce qui est demandé comme information, l'usage qui est en effet, là où c'est stocké, le niveau de protection, etc. Là, c'est pour garantir à tout le monde un certain niveau de sécurité, notamment pour les patients. C'est très important. L'autre chose, c'est le côté privé au Sénégal. On sait que les privés sont très, très en avance par rapport au public, par rapport à ces solutions-là. J'en sais quelque chose, j'ai vu des structures d'assurance qui ont conçu des choses, je ne sais pas si le ministère est au courant ou pas, mais c'est important que ces questions-là soient bien encadrées et bien contrôlées pour qu'on sache qui fait quoi, quelles données sont utilisées, est-ce qu'ils ont le droit ou pas, respecter la confidentialité pour ne pas creuser un peu les inégalités en santé et causer des problèmes. Merci. Merci, Thierry Brahima. On va laisser Satou et Hélène réagir aux questions qui leur sont adressées rapidement. Et pour les autres, veuillez écrire vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïssatou? Oui, merci beaucoup, Dieudonné. Donc, par rapport à la première question, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble de nos stratégies, il y a toujours une vision qui est définie. Il y a toujours des objectifs aussi qui sont définis. Il y a généralement des plans d'action, des plans de suivi et évaluation pour pouvoir suivre la mise en œuvre des stratégies. Peut-être que dans cette présentation, c'était très résumé, mais je pense que dans les prochaines rencontres, peut-être que nous aurons l'occasion de détailler la stratégie de santé digitale avec l'ensemble de ses objectifs et le plan d'action qui l'accompagne. Donc, par rapport à la deuxième question pour Cheikh Gueye, je pense que pour les startups, vous avez un interlocuteur au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale et c'est la cellule santé digitale. Donc, je pense que c'est dans le but vraiment de mieux organiser les choses puisqu'on voit qu'il y a tellement d'initiatives et pour beaucoup d'initiatives, des fois, le ministère de la Santé n'est pas au courant. Et comme l'a dit le dernier intervenant, Ibrahim, il faut vraiment qu'on puisse encadrer, organiser les choses. Et aujourd'hui, l'interlocuteur des startups au niveau du ministère de la Santé, c'est la cellule santé digitale. Vous pouvez prendre rendez-vous, venir présenter votre solution et peut-être avoir des suggestions d'amélioration, etc. Et peut-être avoir même des propositions de mise en place ou bien de phase pilote quelque part au niveau du système de santé. Maintenant, par rapport à Madame Diako Abdoulaye, donc je pense que vous l'avez dit, moi je l'ai dit dans mes propos, je pense que l'adoption des solutions par le personnel de santé est un réel défi et ce qu'il faudrait, comme vous l'avez dit, c'est dans la mise en place des solutions aussi, prendre en compte le personnel de santé, prendre en compte leurs besoins, leurs préoccupations et surtout les expliquer les avantages que ces solutions peuvent leur apporter. Donc voilà, j'ai donné ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Merci. Si vous voulez réagir par rapport aux différentes interventions. Oui, j'aimerais réagir par rapport à une question. Je remercie le monsieur. Je ne retiens plus le nom sur l'inclusion et l'équité. Donc, dans le cadre de ce panel, on a été plus... on a essayé de cadrer la discussion autour de la santé numérique et l'équité. Même si on sait que l'inclusion aussi peut être prise en compte parce qu'on en a parlé à travers l'approche inclusive qu'il faut faire. Mais dans notre domaine qui est la socio-anthropologie de la santé, l'équité en santé numérique vise à garantir l'accès, c'est-à-dire qu'elle permet aux gens d'avoir l'accès égal en termes d'outils numériques. Tandis que l'inclusion se concentre sur l'engagement et la participation de tous les groupes dans le processus de création et d'implémentation des solutions numériques. Donc, pour avancer dans ces deux domaines, il est essentiel d'adopter une approche basée sur la communauté et de promouvoir l'éducation numérique pour réduire les écarts d'utilisation. Donc, ces deux approches complémentaires, ça n'a pas été cité dans l'argumentaire, mais je pense qu'à la fin de ma présentation, en revenant sur l'implication de tous les acteurs, ça répond en quelque sorte à intégrer l'inclusion dans ce processus-là. Voilà, mais c'est deux choses distinctes qui sont complémentaires. Merci beaucoup, Hélène. Je pense que nous allons passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, avec la communauté santé, nous tentons aujourd'hui d'impliquer tous les acteurs du numérique dans la santé aujourd'hui. Donc, votre avis est important. On veut recueillir votre avis
et faire aussi un petit brainstorming avec vous rapidement sur les prochains thèmes qui seront abordés. Je vois il y a beaucoup de mains levées, mais malheureusement, on n'a que 1h30. On ne peut pas aborder tous les aspects du sujet. On prend juste un petit aspect qu'on développe. Et après, sur nos prochains webinaires, on essaie en fait de développer un autre aspect. Dieudonné? Oui. Pardon de te couper. J'aimerais, si c'est la fin, j'aimerais glisser un mot ou bien j'attends à la fin. Non, on va faire un petit exercice là rapidement. Je vais partager un lien sur le chat. Vous pouvez vous connecter sur ce lien rapidement et après, vous pouvez cliquer sur ce lien rapidement et on va faire ce brainstorming là rapidement. Et après, on va passer au mot de la fin. Donc, vous pouvez envoyer. Notez d'abord si vous avez apprécié le webinaire, donc que ce soit le sujet, la qualité des intervenants, le déroulement du webinaire. Donc, vous faites comme moi. Donc, vous choisissez la note. J'espère que vous êtes... c'est pas le bon lien. Excusez-moi. Je prends le lien que je te mets sur le chat. C'est celui qui gère le... C'est pas le lien ici, c'est le lien à la date. Oui, excusez-moi, petit souci technique. Je pense qu'on va repartager depuis un autre écran pour l'évaluation du webinaire. Donc, en attendant, Hélène, si vous avez votre mot de fin à donner, et on fait le tour des panélistes. D'accord. Je dirais que je reviendrai toujours sur cet aspect holistique-là de réduire les inégalités en prenant en compte tous les acteurs qui sont concernés par le numérique que j'ai cité tantôt, l'État du Sénégal, les décideurs, les développeurs, les partenaires techniques et financiers, les usagers, les opérateurs. Mais aussi, je pense qu'il est important d'intégrer, comment dirais-je, les universitaires pour comprendre ces problèmes, notamment les socio-anthropologues. Parce que pour des solutions pratiques basées sur des évidences scientifiques, il faut impérativement procéder à des enquêtes ou des études qualitatives dans une approche compréhensive avec soit des entretiens, des focus group ou bien des récits de vie qui permettront d'entrer en profondeur sur la question et de comprendre quels sont les vrais problèmes d'inégalité qui se posent selon chaque acteur. Et c'est bien pour l'État du Sénégal qui a enclenché beaucoup d'initiatives dans ce cadre. Mais comme l'a dit beaucoup d'intervenants, c'est bien beau qu'il y ait des initiatives, mais parfois c'est la mise en œuvre qui pose problème. Parce que le Sénégal est limité en termes de financement et beaucoup de projets pour les mettre en œuvre, ils attendent les financements. Un jour, j'ai été là dans le cadre d'un panel et je pense qu'il y avait deux personnes, une personne, je pense, de Diopel, je ne sais pas où, qui disait qu'ils ont été formés pour une solution et tout, mais ça n'a pas été mis en œuvre parce que les bailleurs tardaient à venir. Ça pose problème si on veut atteindre l'équité numérique en santé. Il ne faut pas attendre toujours le financement pour mettre en œuvre, alors qu'à côté, dans les structures privées, les moyens sont là pour avancer concrètement dans ce cadre-là. Et j'ai également... Ok, donc je m'en arrête là et merci beaucoup pour cette opportunité, c'était trop bien, merci. Oui, quelqu'un demande comment vous contacter. Je pense que vous pouvez laisser un mail si les gens veulent vous contacter, ils sont intéressés par vos recherches. Vous pouvez laisser votre contact. On va aller sur le mot de la fin de Aïssa Touré de Ibrahima. Après, on passe à la présentation. Alors, merci beaucoup, Dieudonné. Donc, vraiment, vous remercier l'ensemble des participants. Dire, comme Hélène, les solutions digitales, je pense, peuvent aider à la réduction des inégalités d'accès aux soins. Et aujourd'hui, un des principaux défis de ces solutions, c'est la pérennisation. Et comme Hélène l'a dit, le problème de la pérennisation, c'est surtout d'ordre financier. Donc, il faudrait qu'on puisse développer des mécanismes de financement adéquats et que le ministère aussi puisse développer des partenariats au niveau local, national, régional et international.
Donc, voilà ce que je voulais partager comme mot de la fin. Merci. Merci Aïssatou. Vraiment, votre dernier mot, rapidement. Oui, bon, excusez-moi Dieudonné. Bon, j'aimerais être très rapide, mais vous allez juste me donner quelques minutes parce que vraiment, en lisant tous les messages qui sont écrits sur le chat et tout ce dont on a parlé, moi, je pense qu'il y a des choses fondamentales qu'on doit dire. Et je pense que l'approche holistique, comme a dit Hélène, est hyper importante. Mais aujourd'hui, moi, je vais insister sur certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, il y a le secteur privé. On parle de financement, on parle des moyens et tout. Tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le secteur privé a eu à faire énormément de choses depuis des années. Je prends notre exemple. Nous sommes là depuis plus de 10 ans. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y en a qui sont là depuis 5 ans, il y en a qui créent leurs solutions. Mais aujourd'hui, toutes ces solutions qui sont créées sont faites sur la base de quoi? Ça veut dire juste de la passion et ce n'est pas forcément que ces structures-là sont financées. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'intégrer le secteur privé? Si on part voir l'existant, on va se rendre compte que le secteur privé est trop en avance par rapport aux politiques actuelles. Aujourd'hui, si toutefois le ministère de la Santé met des standards que les fournisseurs de solutions vont respecter, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher à être interopérable, que toutes les solutions communiquent. Et aujourd'hui, si le ministère de la Santé met ces standards-là en place, qu'est-ce qui va se passer? Le ministère de la Santé va certifier toutes les structures qui respectent ces standards-là. Et dans ce cas-là, on va créer des champions. Et ces champions-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Demain, ce sera Hôpitalia ou bien Patient Pro, Yakai qui fait de belles choses. Nous tous, on va aller même sur le marché international compétir pour créer déjà de la main-d'œuvre, maintenant aussi pour faire évoluer notre industrie. Parce qu'il faut se rendre compte que récemment, nous, par exemple, on a été au Rwanda pour voir ce qui se fait là-bas. C'était dans un événement qui était organisé là-bas. Mais on s'est rendu compte que même aujourd'hui, le Rwanda est en train même de capter, que ce soit des financements, que ce soit tout ce qui est organisé sur la santé digitale se fait là-bas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines choses qu'ils ont fait. Alors qu'ici, au Sénégal, il faut se rendre compte que le secteur privé est en avance. Et j'insiste sur ça. On prend en compte le secteur privé, on regarde ce que le secteur privé a déjà fait. Et je vous dis, si toutefois on planifie la vision, c'est en 2030 ou bien 2050, on se rendra compte comme quoi que en moins de 2-3 ans, on peut réussir cette digitalisation de la santé parce que tout ce qu'on a eu à faire, nous, le secteur privé, je prends l'exemple Hôpitalia, on ne l'a pas fait sur la base de nos compétences, point. Non, on est allé vers les acteurs de la santé avec qui on a travaillé avec une collaboration active qui nous a permis d'avoir des solutions qui sont déjà installées et qui ont de l'expérience. Et il faut que l'État profite de ces expériences-là, permettre cette interopérabilité entre les différentes solutions, et qu'on aura des champions dans ce pays. Merci. Merci, vraiment. Merci. Votre cri de cœur a été entendu. Je crois que les personnes pertinentes sont dans la et entendre votre cri de cœur pour le partenariat public-privé. Je scanner le code QR, je donne la main à mon collègue ministre pour vous présenter ce petit quiz. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde pour félicitations pour tous les intervenants. Merci pour vos questions très pertinentes et merci Dieudonné pour l'excellente modération aussi du webinaire. Donc, comme la communauté est vraiment dans une dynamique de diversification et on veut s'assurer que les sujets soient pertinents pour tout le monde, donc je vous propose de scanner, d'utiliser le lien qui est dans le chat ou alors le code qui est affiché en haut de l'écran pour participer à l'évaluation. Donc, vous pouvez choisir et je vois qu'il y a déjà 11 personnes qui ont fait des ajustements sur le lien. Donc, vous pouvez évaluer le sujet du webinaire. Donc, content de voir qu'il y a eu, qui répond à vos attentes, la qualité des intervenants également qui a été bien déroulée. Vous pouvez toujours voter, ça sera pris en compte dans vous voyez, les chiffres bougent au fur et à mesure que les personnes répondent. Donc, soit par téléphone, vous pouvez aller sur medti.com sur le téléphone et mettre le chiffre qui est affiché en haut de l'écran. C'est très facile à utiliser. Et ensuite, vous cliquez juste sur les points pour choisir le score. Donc, on a essayé de décliner ici en 3 volets. Donc, le thème et le sujet du webinaire. Ensuite,
la qualité des intervenants et intervenantes. Donc, on aurait dû faire les deux sur l'orthographe. Et ensuite aussi sur le déroulement, donc la modération, la gestion des discussions et gestion du temps. On essaie vraiment de créer un cadre aussi collaboratif où vous pouvez vraiment échanger. Donc j'espère que ceci a répondu à vos attentes. Je vois que les chiffres bougent encore un peu, mais pour respecter votre temps, je vais passer au prochain volet. Ici, on vous propose de choisir et de proposer des réponses et vous pouvez même aussi cliquer sur certains points qui ont été déjà nommés pour voter, je pense, et vous pouvez proposer d'autres sujets pour la présentation. Donc, je vois qu'il y a l'architecture d'entreprise. Amadou Fall qui en a parlé, je pense, a pas mal d'expérience dans le sujet. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, si vous proposez des sujets, ça serait encore mieux si vous avez en tête des personnes au Sénégal, dans la sous-région ou même à l'international qui peuvent nous apporter des contributions sur le sujet. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour des propositions d'intervenir dans les prochains webinaires. Au fur et à mesure que la communauté met en place les communications, les commissions de manière fonctionnelle, les commissions seront aussi plus autonomes dans la création des sujets. Je vois qu'il y a aussi l'aspect formation qui est très important aussi pour la communauté. Et il y a une commission qui va s'occuper plus précisément de cet aspect. Donc, ravi de voir ça. L'apport du numérique dans la couverture sanitaire universelle, c'est très important aussi. On a parlé, j'ai vu dans le chat, du rôle de la CMU. Donc, je vous laisse apprécier ceci et on va passer au dernier élément. On voit qu'il y a déjà un vote qui se manifeste. Ceux qui n'ont pas encore mis leur vote, on a pour l'instant 7 personnes qui sont juste allées au 3e volet. Si vous pouvez manipuler l'application sur le téléphone, c'est le plus facile. menti.com, c'est le nom du domaine. Et ensuite, vous avez le code pour pouvoir arriver à la 3e étape. Donc, là, on avait déjà présélectionné sur les dernières rencontres et discussions qu'on avait eues 3 sujets. Et donc, le sujet d'aujourd'hui avait été un des sujets. On a rajouté un nouveau sujet pour compléter. Donc, si vous pouvez aussi apprécier. Donc, les 3 sujets qui ont été proposés, c'est le premier, l'interopérabilité et les standards. Comment renforcer les capacités en Afrique francophone? On voit que l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe avancent un peu plus sur le sujet. Beaucoup de communautés qui sont majoritairement présentes dans les pays anglophones, comme le modèle Open IHE. Par contre, il y a des expériences en Afrique francophone, le Gabon, le Burkina avec l'architecture d'entreprise dont Amadou a parlé. Donc, il y a des possibilités d'amener aussi des speakers qui peuvent présenter certains sujets sur l'interopérabilité en français. Le deuxième sujet sur la digitalisation de l'aspect One Health, donc l'intégration de la santé humaine, animale et environnementale. Il y a eu dans le passé des épidémies, des maladies qui se transmettent du monde animal au monde environnemental, comme l'Ebola. Donc, si ça vous intéresse, voici la 2e séance. Et le 3e volet qui est un peu plus sur le volet des objets connectés, les capteurs et la santé environnementale, donc tout ce qui est pollution de l'eau, de l'air, qui est aussi lié avec la santé de tous les jours, surtout pour ceux qui sont basés à Dakar. On connaît très bien les épisodes de poussière et aussi les embouteillages qui causent des maladies respiratoires. Donc, voici. Je vais laisser peut-être une dernière minute pour ceux qui sont encore en train de se connecter. Encore une fois, menti.com et
le chiffre en haut ou alors vous utilisez le lien qui est dans le chat et vous passez à la troisième étape. On va laisser de toute façon le code ouvert pour 24 heures et donc ceux qui veulent peuvent toujours apporter leur contribution. Merci, Lys. Merci à tous nos panélistes. Merci à vous qui êtes restés présents. On a débordé un peu sur le timing. On aurait aimé faire parler tout le monde, mais malheureusement, on veut aussi respecter votre temps et le temps de nos panélistes qui ont pu sacrifier quand même leur matinée pour pouvoir intervenir avec nous aujourd'hui. Donc, veuillez vous connecter sur le lien et donner vos feedbacks. Et si vous voulez intervenir en tant que panéliste ou bien proposer des thèmes aussi, c'est le moyen. Et vous pouvez aussi nous contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail à jedon@skykai.dev pour pouvoir intégrer la communauté. Si vous voulez intégrer notre groupe WhatsApp, on a une communauté WhatsApp. On a des différentes commissions que je vous ai présentées en début de call. Si vous voulez intervenir en tant que membre actif de la communauté, envoyez-moi un mail, je vous ajoute à notre discussion, à notre communauté WhatsApp. Et ensemble, on pourra faire grandir la santé numérique au Sénégal. Je vous remercie et passez une excellente suite de journée. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bye. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.